de... Ah bon, voilà. Il est tout élégant. Bonjour, Christian Perrin. Bonjour Comme Brice. d'habitude. Voilà. Écoute, Christian, aujourd'hui, c'est la grande journée. Un grand moment de télévision. Donc, Mhm. je suis en face de moi d'un journaliste, le grand Oui. reporter Christian Perrin. Nous avons choisi le thème d'aujourd'hui. Quelle est la place des médias, y compris les réseaux sociaux, dans nos démocraties naissantes? Donc, mon cher ami, tu as la main, tu as la parole. Ici, nous n'avons pas la langue de bois. Tout doit être dit et disséqué. Mhm. Non, tu peux te rassurer, Brice Landredeco. Je ne sais pas si les autres amis sont là. Bon, j'ai un petit problème avec ma voix. Vous sentez qu'elle est un peu D'accord. rock. C'est une petite grippe, bon, mais ça va aller. On va se débrouiller comme ça. Alors, j'allais d'abord commencer par dire bonjour et merci à toi. Merci à tous ceux qui ont répondu présent. Je ne sais pas si Alphonse Dongo est là, Brony Je Fortuna et pense qu'ils puis vont se connecter d'un moment à l'autre parce que naturellement. Alphonse, je ne l'ai pas encore vu, mais t'inquiète, ils vont se connecter. Oui, vas-y. Bien, merci. Alors, donc, voilà. Donc, venons à notre thème. Quelle place pour les médias dans nos démocraties? Si j'ai bien compris le thème, C'est c'est ça. bien cela. Alors, lorsqu'on dit nos démocraties, à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse une petite précision. Les démocraties, est-ce qu'il y en a beaucoup ou bien la démocratie? Mais moi, je vais aller droit sur la démocratie. Donc, les médias, la place des médias dans une démocratie, parce que je suppose que la démocratie, elle est universelle. Hein. Elle est universelle, ce sont des principes universels et qui doivent être appliqués dans tous les systèmes qui pensent être démocratiques. Alors, la place des médias dans la démocratie, c'est quoi? Je vais un peu te renvoyer à un petit fait. Imaginons un monde sans médias. Tu vois, Brice, à quoi ce monde va ressembler? C'est un noir total, ce sont les ténèbres. Et tu comprends? Personne ne Je te comprendra ou ne confirme, il y saura a ce qui se Fortuna fait Ngongali qui chez vient de les se autres. connecter, de nous rejoindre. Donc, voilà, pour te rassurer. Oui. Bien, merci et bienvenue à Fortuna. Donc, je disais donc un monde sans médias, ce sont les ténèbres, c'est-à-dire personne ne saura ce qui se passe chez les autres, ni même derrière chez lui. Tu comprends? C'est à cela qu'il faut assimiler en fait les médias. Euh, les médias jouent un rôle, je dirais, de contre-pouvoir dans un système démocratique. En fait, ce sont les gardes-champs, ce sont les journalistes qui sont amenés à surveiller les personnes influentes dans les systèmes démocratiques qu'ils doivent en fait rapporter ces informations au public de manière, comme on a toujours dit, équitable. Donc, pour moi, les démocraties, en fait, quand je dis les médias sont un baromètre pour une démocratie. Je parle bien des médias, et, parce qu'il y a médias et médias. Quand les médias ne sont pas libres, quand les médias ne sont pas indépendants, eh ben, il n'y a pas de démocratie. Donc, tu comprends que c'est le baromètre. En fait, la liberté et l'indépendance des médias confèrent automatiquement le degré Une d'une démocratie, très bien. démocratie dans un D'accord, très bien. pays. Plus les médias sont bâillonnés, plus les médias sont en fait mis à l'écart, eh ben, il n'y a pas de démocratie. C'est vrai que le terme démocratie, c'est n'importe qui utilise aujourd'hui. Même les autocrates disent leur pays sont démocratiques, tant mieux. Mais quelle est la place de la presse? Quelle est la liberté que jouit la presse dans leur système? Pour comprendre effectivement si ce sont réellement des démocraties. Et je dis que, tu sais, aujourd'hui, ben, c'est vrai, de manière un peu abusée, on dit la presse, c'est Quatrième le pouvoir. quatrième pouvoir. Donc après l'exécutif, après le judiciaire, après, bien entendu, le législatif. Mais de plus en plus, et depuis une décennie plus tôt, si vous avez remarqué, la presse est en train de prendre, je peux abuser, je peux me tromper, hein, certainement que j'abuse, mais la presse est en train de prendre le dessus, c'est-à-dire la première place dans les sociétés démocratiques. Parce que la presse arrive, les médias, il faut parler en termes des médias, les médias arrivent à influencer les décisions politiques ou judiciaires. Souviens-toi de l'affaire, je crois que tous les journalistes savent, cette affaire de Watergate. Watergate. Watergate aux États-Unis en 1974. Ce sont les journalistes qui ont poussé Lincoln à la démission. Après avoir mené des investigations sur des pratiques qui n'étaient pas du tout légales dans le système, disons dans l'administration présidentielle américaine, ils ont mis à nu certaines pratiques qui avaient fait que
Abraham Lincoln était obligé de démissionner. Tu vois un peu jusqu'où la presse peut arriver. Je vais te prendre un autre cas. Citons le cas, l'affaire Benalla. Tu vois que l'affaire Benalla a été mise sur la table par les réseaux sociaux. Au départ, on a voulu un peu étouffer l'affaire. Oui. Et dès que les médias traditionnels ont pris l'affaire, on a constaté qu'évidemment, l'affaire ne pouvait plus être étouffée. Avec tout, bien sûr, les révélations qui ont suivi, ses voyages en Afrique, son passeport, avec ses contacts avec les Russes. Bref, tout ça, il a fallu que la presse monte au créneau pour faire son travail. Et dans une société démocratique, évidemment, quand c'est comme ça, c'est très difficile d'étouffer cette affaire. Et c'est en cela qu'on peut comprendre comment la presse contribue et le pouvoir de la presse dans une démocratie. Donc, en fait, ce sont les chiens de garde, comme je l'ai dit. C'est le baromètre. C'est le contre-pouvoir, le vrai contre-pouvoir dans un système démocratique. Que ce soit les médias en fait modernes, hein, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit les médias traditionnels ou classiques, mais les médias jouent en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement, si ce n'est pas vraiment le premier rôle, le premier pouvoir, c'est actuellement le deuxième pouvoir dans un système démocratique. D'accord, ok. Ben, Christian Perrin, là, tu nous as fait très bel exposé sur les médias. Alors, on sent le professionnel qui s'exprime. Mais nous allons parler d'un cas précis, c'est-à-dire que nous allons parler des démocraties naissantes. Bon, et tu comprends lorsque j'utilise l'expression démocratie naissante, c'est-à-dire que nous, les apprentis, je vais rien t'apprendre pour te dire qu'avant 92, il n'y avait pas le multipartisme au Congo, ou soit c'est revenu bien après. Mais après la conférence nationale, nous avons tendance à décider, après la conférence nationale, ils ont décidé qu'il devait y avoir, on passait d'un régime monopartiste au régime multipartiste. Et à partir de là, on a commencé à parler de démocratie. Et d'où, où en sommes-nous aujourd'hui avec la liberté de la presse, l'indépendance de la presse aujourd'hui au Congo-Brazzaville, parce qu'il s'agit d'un cas bien précis, celui d'une démocratie naissante, c'est-à-dire des débutants. Bon, ben, écoute, Brice, il faut qu'on soit clair là-dessus. Déjà que vous parlez d'une démocratie naissante, on parlerait de démocratie embryonnaire, d'accord, ok. Mais dire qu'au Congo, on peut parler de démocratie, c'est là le hic. Où il y a démocratie, où il n'y a pas démocratie. Jamais les deux. Jamais la démocratie naissante ou embryonnaire. Non, ça n'existe pas. Ce sont des systèmes bien connus. Lorsqu'il y a, je vous ai dit tout à l'heure, la liberté de presse, il y a démocratie. Quand la presse n'est pas libre, il n'y a plus démocratie. Et on fait le choix du régime. Au Congo, on ne peut pas parler d'une démocratie. C'est une dictature féroce, militaire. Au Congo. La dictature, c'est quoi? Encore, il faut qu'on définisse par des petits termes que l'on connaît. Une dictature, c'est le fait que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec une démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Il ne faut pas qu'on se leurre. On ne triche pas avec les mots. Où il y a démocratie, où il n'y a pas de démocratie. Et le Congo aujourd'hui vit une dictature militaire. Quand on nous parle de... Parce que le problème, c'est quoi? C'est que certains prennent la démocratie comme étant le fait qu'on organise des élections, le fait que, bon, il y a des institutions du genre, comment on appelle ça, Assemblée nationale ou je ne sais pas quoi encore. Non, ce sont les institutions d'une démocratie. Mais il faut que ces institutions... Les élections, oui, les institutions qui existent, voilà, c'est ça. Enfin, bon, oui. Oui, Christian. Non, non. Le problème de la démocratie, ce n'est pas l'existence des institutions. C'est plutôt les pouvoirs partagés. Il faut que ces institutions jouissent de leur pouvoir, de leur liberté. C'est à ce moment qu'on parle de la démocratie. Parce que même dans les dictatures, tu sais que même en Chine, il y a un parlement. Oui. En Corée, il y a un parlement. En Russie, il y a un parlement. Donc, ces institutions ne veulent pas dire démocratie. C'est dans leur fonctionnement. Comment il y a des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs dans une démocratie. Quand il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Parce que c'est un individu qui contrôle tout, qui, à la rigueur, nomme ses institutions et ses acteurs.
À ce moment, on ne peut pas parler de démocratie. Il n'y a pas liberté. La démocratie, c'est la liberté. C'est le fait de permettre aux autres de s'exprimer sans s'inquiéter. Faire une élection ne veut pas dire une démocratie. Avoir une assemblée nationale n'est pas une démocratie. La démocratie, il y a des règles que l'on respecte. Oui, mais bon, et là, par contre, moi, je vais reprendre seulement les mots parce que plusieurs fois, nous nous retrouvons ici tous les dimanches dans les 17h le dimanche. Je vais reprendre les mots de Serge Ngouakamabé qui nous dit toujours qu'il y a des médias ou soit la presse écrite qui critiquent tous les jours le gouvernement de la République, que ce soit le président de la République, et sans pourtant être inquiétés. Il y a aussi, ce que nous constatons, les médias qui sont aux ordres du pouvoir, c'est-à-dire radio, télé, les télévisions publiques. Est-ce que là, c'est là où se trouve un problème? À l'époque du monopartisme, on n'avait pas un média, on n'avait aucun journal qui pouvait se permettre, d'ailleurs tout était contrôlé par l'État, qui pouvait se permettre des critiques, même des critiques, donner une certaine orientation, une vision sur la vie politique. Mais de nos jours, nous avons quand même certains médias qui osent le faire. Et d'ailleurs, là, Serge Ngouakamabé qui pose une question qui est: qu'en penses-tu des médias comme Vox TV, La Griffe, TPT de ton époque? Voilà, à l'époque, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces médias, alors, toi? S'il faut parler à notre époque, comme tu l'as dit, bon, c'est un peu subjectif. Non, parlons des médias au Congo. Les médias sont-ils libres ou non? Je pense que c'est un peu mitigé. C'est la liberté des médias au Congo. Non, ça n'existe pas. Il faut dire que ça n'existe pas. C'est toujours pas bien de parler de soi-même, hein. Mais j'allais vous prendre des exemples sur moi-même parce que j'ai eu quand même à diriger une des télévisions, un des médias qui jouissait un peu, qui voulait jouir un peu de la liberté. Mais nous savons ce que cela nous a coûté. Il n'y a pas de médias libres au Congo, ça n'existe pas. Même quand vous dites qu'aujourd'hui, les gens se permettent de critiquer le régime en place, ou Sassou Nguesso, etc. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle le management de la terreur. En fait, c'est des mises en scène qu'on fait. Ces médias-là, il faut voir d'abord derrière ces médias, qui sont les promoteurs de ces médias, pour tout comprendre. C'est très facile à comprendre. 99% des médias au Congo, je peux me tromper, mais vous pouvez mener vos enquêtes. Derrière ces médias, ce sont des hommes forts. En fait, des forêts, des arbres qui cachent les forêts. Ce sont des hommes du pouvoir qui sont là. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, je ne sais pas si au Congo, il y a encore un média où le promoteur n'est pas dans le système. Donc, on peut se permettre de faire ce petit jeu juste pour donner l'impression qu'il y a une liberté. Mais la vraie liberté n'est pas là parce que, en fait, ils sont libres en quoi? Sur des petites informations qui ne peuvent pas gêner le pouvoir. Mais dès lors qu'on met le nez là où ça fait mal, attendez-vous à des répressions. Nous parlons, il y a une semaine, on a parlé de 50 millions de dollars détournés. Quel est le média qui a mené des enquêtes là-bas ou qui est allé fouiner son nez là-bas? Mais il a fallu que Global Witness ne sorte cela. Mais pourtant, c'est des choses que nous connaissons depuis longtemps. Et d'ailleurs, on a remarqué aussi qu'aucun média n'en a parlé au Congo. Qu'est-ce que les médias font? Ils rapportent. Aucun média n'en a parlé. Personne n'en parle, sinon des gens qui essaient de partager l'information de Global Witness. Donc tout le monde se cache derrière Global Witness parce qu'ils savent que c'est Global Witness qui a dit si je sors ma tête, on va me couper. Et il y a à peine 2 ou 3 jours, si je ne me trompe, il y a un média qui a voulu mener une enquête. D'ailleurs, RSF, Reporters sans frontières, a fait un rapport là-dessus, qui a été sanctionné par, curieusement, le Conseil supérieur de la liberté de la communication. Donc, ce conseil qui est normalement supposé protéger la presse, c'est ce même conseil qui s'en va en guerre contre la presse. Vous me parlez de Vox TV. Qui est derrière Vox TV, en fait? Allez-y chercher. Qui est derrière Vox TV? Que fait Vox TV? Mais c'est le même Vox TV qui est installé à Brazzaville, qui a relayé l'information sur le permis Ngoki. Vous avez vu ça, non? Est-ce que Vox TV est allé chercher l'information à la source pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il y avait derrière cette annonce qui, au départ, était d'ailleurs affirmative? Mais Vox TV a balancé
tel que le cabinet de presse du président de la République leur a transmis le communiqué. Ils n'ont pas fait leur travail parce qu'ils savaient que s'ils fouinaient leur nez là-dessus, ça leur coûterait ce que ça devait leur coûter. Il n'y a pas de liberté au Congo, ça n'existe pas, mon frère. Ça n'existe pas du tout. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas, au lieu d'accabler chaque fois le pouvoir, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il manque un peu de professionnalisme auprès des journalistes congolais? Pourquoi tu n'évoques pas ce problème? Pourquoi tu penses qu'il n'y a que le pouvoir? Vous êtes des professionnels dans les médias et que vous voulez bien faire votre travail et que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème de professionnalisme au niveau des journalistes qui n'arrivent pas à faire leur boulot? Parce qu'il faut me donner quand même des exemples. Qui a osé faire quoi que ce soit et qui a été arrêté ou qui n'a pas pu aller au bout de sa démarche? Non, le problème, c'est que ce n'est pas un problème de professionnalisme. Il y a des cadres, hein, il y a des cracks parmi les journalistes, des gens qui ont appris, qui sont allés à l'université, qui ont fait ces études et qui savent ce qu'il faut faire. Par contre, ils se retrouvent dans un système, dans un environnement, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça le vrai problème. Même lorsqu'on vous parle de Télé Congo, regardez, comment on appelle ça, l'organigramme de Télé Congo. Au-dessus, il y a un ministère. Voilà. Et on vous dit, c'est la télévision, pourtant c'est la télévision nationale, la télé publique. Comme ici, hein. Mais les chaînes nationales ne sont pas. Voilà. Mais ce que fait Télé Congo n'a rien à voir avec une chaîne publique. C'est devenu une chaîne du régime, c'est-à-dire du pouvoir en place. Cette chaîne ne sert pas le public congolais. Cette chaîne sert un pouvoir, un régime. Et je vais certainement vous surprendre, nous sommes dans les années 2014, oui, au temps d'Okiemi. Tout ce qui se décidait à la rédaction de Télé Congo devrait être validé par le ministre. N'est-ce pas? Non, mais je pense que ça se passe aussi pareil dans toutes les rédactions. Il y a une réunion qui se fait pour décider, tu es un journaliste. Je pense qu'avant. Non, oui, les décisions. Non, écoute, dans une rédaction, on retient les sujets qui vont composer le journal, c'est bien, mais on n'a pas besoin de l'aval du ministre. Non, mais pas forcément du ministre, mais tu sais bien que si on laissait la liberté aux journalistes de venir dire n'importe quoi à la télé, je pense bien qu'avant, il y a quand même des séances de réunion pour faire des briefings. Non, s'il te plaît, Déco. Oui. Non, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas venir raconter ce qu'ils veulent. C'est une profession encadrée par la loi. Il y a la loi qui est là, la loi 8-2001 du 12 novembre 2001, qui encadre cette profession au Congo sur la liberté de l'information. Et tout est contenu là-dedans. Donc le journaliste, quand il exerce, il est face à lui, il a des textes qu'il doit respecter. Ils ne viennent pas pour critiquer. Enfin, quand on dit critiquer pour critiquer, c'est encore abusé. C'est des jeunes qui veulent faire leur travail, mais qu'on empêche de faire le travail. C'est surtout ça le problème. Parce que le régime ne le permet pas. Le régime sait que si nous laissons la liberté à la presse, eh ben, on ne va pas évoluer. On ne va pas faire ce que l'on veut. On va vous balancer tous les jours des scandales sur scandales. Et ça, on le sait. Or, il faut évidemment les maintenir à ce niveau-là, faire pression sur les médias afin de perdurer et puis de maintenir sa dictature. Simplement ça. Mais ce n'est pas que les journalistes ne font pas leur travail. Je vous dis qu'il y a des journalistes cracks qui sont très intelligents, qui ont appris le métier, qui savent comment le faire, mais ils sont dans des environnements où ils ne peuvent pas. Tu as demandé tout à l'heure un exemple. Je vais te prendre mon exemple à moi. Ce n'est pas toujours bien de parler de soi-même. Alors, une fois, on organise une tribune, un plateau télévisé, on reçoit comment on appelle ça, des opposants. Mais tu sais que 24 heures après, moi, j'ai été kidnappé. Vous imaginez un peu? J'ai été kidnappé, on m'a mené en prison. Tu connais la prison du port? À la prison du port, je suis resté là. Pour avoir interviewé les opposants au régime. Juste pour avoir interviewé, ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je pose des questions, mes invités répondent. Simplement, c'est ça. Mais ce que les invités répondaient m'a été collé à moi comme motif outrage au président de la République. Tu imagines un peu? Et j'ai été devant la barre pour cela.
Encore là, c'était une parodie de procès. Dieu merci, j'ai eu un conseil des avocats qui étaient un peu calés dans la matière et qui ont pu faire le travail. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque leur objectif était quoi? C'était de me museler en fait. J'ai dit que c'est pas bien de parler de soi, mais je vais te en parler parce que vous voulez des exemples. Alors, j'ai continué dans mon allure, parce que je me disais, je ne pouvais pas aussi céder. Ou j'abandonnais le journalisme, mais pas venir faire semblant de dire ce qui ne s'est pas fait sur le terrain. Moi, je sais dire ce que j'ai vu, et c'est ce que j'ai continué à faire. Mais pour une deuxième fois, je vais te surprendre, j'ai été pris, mis en prison avec toute ma famille. Tu peux le croire? D'accord. Moi, mes cadets, ma soeur, en prison. Et ce que dit comment on appelle ça, bon, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais en ce temps-là, c'était le directeur départemental de la police. Non, le directeur départemental de la police, un certain voilà, Gaëtan Bourabassi. Vous savez ce qu'il me dit? Tu es dangereux pour le pouvoir. Voilà le motif pour lequel il va me mettre en prison. Et en plus de cela, il appelle Télé Congo, Pointe-Noire, une équipe pour qu'ils viennent me filmer et me présenter comme un brigand qu'on a arrêté. La suite serait quoi, selon toi? C'est l'exécution. On le présenterait comme un bandit. Bon, voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça et je peux t'en citer ce que moi j'ai vécu. Non, au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on devait faire? La Constitution, oui, la Constitution, oui. Pardon? Oui, la Constitution protège. Bon, moi j'appelle ça la Constitution. Il faut qu'on soit clair, hein, celle de 2015, octobre 2015, garantit cette liberté. Hein, quand tu lis à son article 25, on garantit la liberté d'expression, mais elle n'est pas appliquée sur le terrain. Pas du tout. D'accord, mais aujourd'hui, là on a fait le constat. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition tu peux faire pour améliorer les choses? Voilà, déjà. Parce que bon, on subit, on le sait, on est dans un régime qui oppresse les journalistes. Dictatorial, il faut dire la vérité, c'est la dictature, c'est une dictature. Il n'y a pas de mot à utiliser là. C'est la dictature. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire du tout sinon que dénoncer les dérives de ce régime. Et c'est ce que j'ai pensé faire maintenant là, parce qu'avant, je faisais ce qu'on appelle le journalisme classique. OK? Aujourd'hui, j'ai opté pour le journalisme engagé. C'est-à-dire conscient de ce que mon pays est pris en otage par une bande que j'appelle moi souvent une bande de criminels, eh ben, je dois dénoncer tout ce qu'ils font. C'est tout ce qui me reste à faire maintenant. Le journalisme classique ne peut plus marcher, c'est impossible. Le journalisme classique, c'est de dire les choses avec impartialité, tel que ça s'est passé ici. Mais déjà, ça, vous ne pouvez plus exercer ça au Congo. C'est impossible. Je ne peux pas aller fouiner mon nez, par exemple, au Trésor. Aujourd'hui, il y a des scandales qui se passent au Trésor. Nous savons comment l'argent du Congo a été dilapidé. Enfin, nous parlons des 14 000 milliards, nous parlons de 700 milliards, nous parlons de ceci. Mais demandez à un journaliste d'aller fouiner son nez au Trésor et vous verrez s'il va sortir vivant de là. Vous savez pourquoi on a tué Osebi, Bruno Osebi? Non. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle, il est mort. Oui. Il était sur le dossier des biens mal acquis. Osebi a été brûlé dans la maison à cause de cela, parce qu'il a fouiné son nez dans les affaires du pétrole et des biens mal acquis. Et c'est ça qu'on appelle liberté. Je sais que ça arrive partout dans le monde, mais chez nous, c'est devenu un peu... En fait, on a dépassé l'entendement, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de liberté de presse au Congo. Il n'y a pas d'alternative non plus. La seule alternative, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que les journalistes, soit ils vont continuer à faire le journalisme, mais le vrai journalisme, en faisant bien entendu le journalisme engagé. Et en fait, je ne sais pas comment ça se passe parce que c'est vous les spécialistes des médias, les journalistes. Vous n'avez pas un syndicat ou vous n'avez pas, je ne sais pas comment vous appelez ça, où vous vous retrouvez pour dénoncer ces choses. Parce qu'à ce que je sache, il y a quand même, comme tu le dis, des journalistes et professionnels qui existent au Congo. Mais en aucun moment, j'ai vu un journaliste prendre sa plume, dénoncer ce qui se passe au Congo ou organiser, je ne sais pas, des grèves ou bien des méthodes pour qu'ils soient écoutés. Peut-être par là. Ou bien même
faire des sittings auprès du ministre de tutelle. Aucune démarche de ce côté. Moi, je veux bien comprendre qu'il y a un régime qui oppresse, soit disant les journalistes, mais vous-même, les journalistes, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les choses, déjà? Mais tu vas faire quoi, Brice Landry Déco? Nous ne sommes pas dans un pays comme la France, les États-Unis et autres, où tu peux aujourd'hui claquer la porte pour des raisons de clause de conscience, parce que ça existe. Si jamais votre liberté n'est pas respectée dans votre rédaction ou dans votre entreprise, ben vous démissionnez, vous partez chercher du boulot ailleurs. Au Congo, lorsque vous avez perdu du boulot, c'est pour toujours. Surtout quand on vous a reproché, évidemment, comment on appelle ça, les critiques envers le régime, envers le pouvoir, ce n'est pas évident qu'une autre rédaction vous récupère. Ce n'est pas possible. Donc, vous perdez. Alors, une fois que vous avez perdu le boulot, vous faites quoi? Comment vous allez nourrir votre famille? Voilà ce qui retient nombre de nos confrères. D'accord. Qui, à la rigueur, se disent, ben, écoutez, pourquoi prendre ce risque? Il faut faire avec. Et tout le monde se dit comme ça. Et il y a Serge Wakamabé qui demande, existe-t-il un ordre de journalistes au Congo, oui ou non? Comme l'ordre des avocats, l'ordre des médecins? Mais alors, il y a le Conseil supérieur de la liberté de communication. Je vous ai dit tout à l'heure, ce conseil était normalement mis en place pour défendre, les droits des journalistes. Malheureusement, qui nomme le président du conseil? Mais c'est le gouvernement. À ce moment-là, il y a quelle impartialité? Il y a quelle crédibilité? Et c'est ce même conseil qui aujourd'hui asphyxie les médias. Je vous ai cité un exemple la semaine dernière. Il y a un journal qui venait d'être frappé là, par le Conseil supérieur de la liberté de la communication, qui pose la question à ce média de lui dire ou de lui apporter les preuves de son reportage. Mais où est passée donc la protection des sources, des informations? Le Conseil supérieur de la liberté de communication ne le sait pas. La protection des sources. Vous allez demander à un média de vous apporter, de vous dire la source de ces informations. Et demain, qu'est-ce que ce média deviendra? Donc, il y a un conseil comme ça qui existe, mais qui fait le jeu du gouvernement ou du régime, qui ne protège pas la presse, qui ne protège pas les médias, malheureusement. D'accord, ok. Et ce conseil, normalement, c'est ce conseil en plus qui devrait subventionner les médias, parce que ça existe dans la loi dont je venais de vous parler, 8/2001, du 12 novembre 2001. La subvention est garantie, mais ce conseil n'a jamais subventionné les médias. Où est passée la RAV, la redevance audiovisuelle? Pourquoi on ne subventionne pas les médias? Les médias sont obligés de faire le mondial. Les journalistes sont obligés de faire le mondial. C'est-à-dire, quand ils vont au reportage, ils doivent attendre qu'on leur paye un petit 5 000 de retour. Ils appellent ça la camorra. Mais quand un journaliste prend de l'argent, soit-il pour le transport, comment va-il assurer l'impartialité de son Donc, on voit bien que les règles de déontologie sont bafouées même auprès des journalistes eux-mêmes. Voilà, oui, c'est fait exprès, oui. Non, pas par les journalistes eux-mêmes. On les pousse à bafouer. D'accord, ok. Et les gens savent pourquoi ils le font. Ils savent pourquoi ils le font. Très bien, Christian Perrin. Donc, tu restes dans le débat. Je vais terminer certainement. Je vais terminer par là. C'est ce même conseil qui devrait normalement surveiller les promoteurs des médias, mais qui ne le fait pas. Parce que c'est aux promoteurs des médias d'assurer l'indépendance financière des journalistes, afin que les journalistes, excusez-moi, entre guillemets, ne se masturbent pas derrière les annonceurs. Malheureusement, quand je vais en reportage, j'ai bien envie de rencontrer l'annonceur à la fin pour lui dire, écoute, file-moi un petit 50 000 et puis je te ferai un travail. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Congo. On ne peut pas parler de médias comme ça. Voilà un peu ma petite contribution dans un premier temps et je reviendrai certainement pour d'autres questions. Ça, c'est sûr que tu reviendras. Donc, bon, écoute, je te remercie. Tu restes dans le débat. Je vais prendre sûrement